diantre, vous êtes là. Et bienvenue dans la review du chapitre 5 de The JoJo Lands. Avant de commencer, je tiens à m'excuser de deux erreurs que j'ai fait dans la review du chapitre 4. Premièrement, j'ai dit que cette review ne serait pas en retard. Bah j'ai raté. Deuxièmement, j'ai dit que les seuls animaux qu'on a vus avec un stand sont les insectes rochers. Bah c'est faux. En fait, les insectes rochers avaient des pouvoirs, effectivement, mais ce n'étaient pas des stands. Comme quoi, même maintenant, ils sont chiants. On peut donc commencer la review de ce chapitre, au premier abord très frustrant pour moi. Il commence avec Rohan en position de force qui appelle immédiatement la police. Je vais pas y passer trop de temps, mais on dirait une petite incohérence. Parce que nous on sait qu'ils vont pas être chopés par les flics, mais s'ils l'avaient été, ils vont faire quoi les flics face à la JoJo Team qui ont des stands? Je comprends pas pourquoi Rohan les appelle, mais c'est sûrement pour la beauté de cette scène. November Rain, dans le dos de Rohan. On ne voit que sa jambe, et pendant un instant qui paraît très court, une pluie battante s'est abattue dans le salon de Rohan. Une scène magnifique qui m'a fait me rendre compte que j'avais oublié de parler d'un énorme sujet, alors je rattrape le coup au micro. Lors de la menace de Dragona, l'argent volé par Paco est revenu au même titre que le diamant, et je n'ai aucune idée de pourquoi. Explique pourquoi j'avais oublié d'en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que Rohan en a parfaitement conscience, et que les objets volés semblent revenir à lui spécifiquement. À la fin du chapitre, Rohan donne le diamant ainsi que la lave très facilement à Jodio. Un peu trop facilement à mon goût. En premier lieu, je me suis dit que Rohan attendait peut-être que le diamant revienne de lui-même. Mais l'explication la plus probable au sujet de ce diamant fuyard me semble être liée au mécanisme. Comme si Jodio pouvait l'emmener parce qu'il y répond mieux que Rohan. Un petit peu comme la flèche qui répond mieux à Giorno qu'à Diavolo. On reparle de ce mécanisme plus en détail plus tard dans la vidéo. Passons à la suite. Souvenez-vous, j'avais dit que Rohan qui perd malgré la couverture très évocatrice, ça me paraissait impossible. Araki tient alors à nous rappeler gentiment comme réponse à tous les débats stériles sur qui est le plus fort entre Dio et Diavolo. J'utilise The World, j'arrête le temps et je te tue. Ouais, mais avec Epitaph, je vois que tu prévois de le faire. Alors j'efface le temps que tu arrêtes et c'est moi qui te tue. Mais tu oublies que je suis immortel et donc que tu ne peux pas me tuer. Oui, sauf que tu oublies la flèche que je pourrais utiliser pour avoir un nouveau pouvoir. Mais c'est n'importe quoi, je tire des lasers avec les yeux. Mais c'est toi n'importe quoi. Oui, mais moi j'ai des plus beaux cheveux que toi. Les attaques surprises. Evansdor est le plus fort de tous les stands. Ça se discute face à des stands comme Guerre ou Go Beyond, mais pas contre November Rain. Rohan battu ne dit en aucun cas que Rohan est plus faible que Jodio. Ça dit que Jodio a gagné cet affrontement en utilisant la ruse et particulièrement l'effet de surprise. Il s'est fait maîtriser en quelques instants par l'ingéniosité habituelle de la famille Joestar. Et je tiens à souligner l'ingéniosité lorsque le stand en question est capable de mettre en suspens un élément capable de détruire une dalle en béton de 10 cm sans élan. Rohan parle alors de l'Est. Si on suit son hypothèse, November Rain est un stand capable de faire tomber une pluie et de modifier la masse de ses gouttes, et ce à volonté. Avec ce que l'on sait, il peut également déplacer des petits objets, est extrêmement rapide, doit se trouver au-dessus de sa zone de pluie et à une portée d'au moins 4 mètres. Ah, et il utilise vraiment de l'eau. Comme on l'avait pensé au chapitre 1, a priori, sa seule faiblesse semble être sa portée, mais aussi tout ce qui neutralise l'eau. Je m'attends donc à le voir affronter des ennemis qui seront hors de sa portée, trop loin ou au-dessus de lui, des ennemis utilisant la chaleur ou le vent pour contrer l'eau, et certains ayant la peau poreuse. Des ennemis qu'il ne pourra pas plaquer au sol puisque l'eau passera entre les pores, genre une pierre ponce. Il s'agit d'une pierre qui a la spécificité de flotter dans l'eau due à sa faible densité, de faire des pieds lisses et surtout d'être une pierre volcanique. On va avoir des hommes de pierre ponce et ça va être formidable. D'ailleurs, je réserve ça pour la fin de la vidéo, mais j'ai quelque chose de très important à dire sur les hommes de pierre. Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il n'a pas plaqué Rohan au sol. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. On peut argumenter que c'était plus risqué, moins pratique pour attacher Rohan, ou simplement par respect vu comment il s'excuse après. Mais je pense que c'est surtout un prétexte à la créativité. C'est ça l'essence des combats de JoJo. Ressort créatif sur ressort créatif. November Rain est un stand très puissant et nous en avons à nouveau la preuve dans ce chapitre. Si vous voulez que les combats soient intéressants, il faudra qu'ils soient mis en situation de faiblesse, très fréquemment. Rohan est donc vaincu. Jodio se sent gêné de la situation et la JoJo Team veut se venger. C'est alors que Jodio devient étrangement sûr de lui. Rappelez-les s'il vous plaît. Merci. Je refuse. Vous refusez? Oh, zut! Même si je retire mon signalement, ça ne servirait à rien.
Une voiture de patrouille viendra forcément vérifier la situation. Eh maître, faut pas s'en faire à propos de ça. Vous savez, maître, quand je gardais un œil sur vous du côté de la piscine, j'ai vu vos dernières planches sur votre iPad. Le Pink Dark Boy, à moitié dessiné, avait l'air trop cool. C'était vraiment énorme. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je lis tout ce que vous faites. Ça me parle vraiment, vous savez. Je vous respecte tellement. Ça me permet de comprendre en quelque sorte votre approche ou votre attitude envers le manga. Ou votre philosophie. C'est comme si ça venait tout droit du paradis, genre. Ouais, je comprends. Votre histoire courte, les 4 sphères, était absolument géniale. Jodio? Même moi, j'ai aucune idée de quoi il parle. Je parle de la lave, Dragona. La lave qu'il étudie et photographie en masse. Ça, et puis les volcans. Donc, j'ai emprunté le chemin à gauche de la piscine. Puis je me suis dirigé vers le fond, là-bas. Et j'ai marché jusqu'à cette porte-là, par où je suis rentré, pour enfin arriver ici. Et sur mon chemin, je suis passé par la salle avec le coffre. C'est la lave? C'est celle qui était dans le coffre-fort? Juste à côté du diamant à 6 millions de dollars que tout le monde semble avoir du mal à voler. Celle de l'autre pièce? C'était gardé avec le diamant dans le coffre. Comparé au diamant, cette chose a bien plus de valeur. Son but n'était pas de passer des vacances. En fait, il est venu à Hawaï pour cette lave. Son but? Et alors, qu'est-ce qu'on a à faire de cette lave? Comparé au diamant qui vaut plus de 6 millions de dollars, ça a bien plus de quoi. Les gars, je vais faire dire à Rohan Kishibe tout ce qu'il y a à savoir. Revenons à nos moutons, maître Rohan. On en était au moment où vous aviez dit refuser de rappeler les flics. On va quitter cette villa et aller à l'aéroport. On veut juste rentrer chez nous sans problème. Écoutez bien, si, disons, que nous ne pouvons pas monter dans l'avion, ou si on est arrêté à l'aéroport par un gars. En fait, s'il y a la moindre raison qui fait qu'on ne peut pas rentrer à Oahu, même si c'est à cause d'un typhon ou quoi, à la seconde où ça arrive, je prendrai cette lave et l'écraserai. Et je la balancerai dans l'océan. Et quand les flics arriveront, vous leur direz qu'il ne s'est rien passé. Ne refusez pas, passez l'appel. Voilà votre téléphone. Mais t'es malade! Espèce d'idiot! Quoi? Waouh. Il en reste encore une. Sale petite merde! Cette scène! J'aurais voulu en faire 10 pages de plus. Mais c'est très long à faire les doublages. Revenons au chapitre. Ici, on a un moment extrêmement jojoesque de Jojo. C'est dans ces moments-là que Jojo a l'air d'un sociopathe. On voit tout le potentiel de sa personnalité de manipulateur froid et ambitieux, son impulsivité et encore une fois, son côté menacing. Si Jojo n'a peut-être pas un trouble de la personnalité antisociale comme je le prétends, on ne peut que constater qu'il a certainement dû faire ce genre de menaces très théâtrales assez souvent pour survivre dans son enfance. Dans cette scène, j'ai personnellement été choqué par le manque d'empathie de Jojo. Par exemple, quand il couvre d'éloges l'œuvre de Rohan, il a l'air à la fois sincère et cynique. Il pense réellement ce qu'il dit, mais il ne le dit pas pour lui faire plaisir ou le flatter avant de le faire chanter. Il le complimente uniquement pour prendre cet aspect menaçant, en se mettant en position de critique qui se rend supérieur à l'artiste par sa compréhension de l'œuvre. C'est clairement des techniques de méchant. Sauf que ça, le méchant, il le fait juste après s'être excusé, avec hésitation et vraiment sincèrement. J'ajouterais même que quand il prend son rôle manipulateur, il le fait pour se protéger lui et les autres. Oui, mais aussi pour protéger Rohan qu'il admire. Souvenez-vous, c'est après que Usagi et Pako étaient prêts à se venger. Ce personnage est génial. Je pense vraiment que quand Jojo fait ça, il le fait parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. En d'autres termes, c'est comme ça que ce sera le plus efficace. C'est pas qu'il a envie de le faire, c'est qu'il doit le faire. Jojo n'a aucun goût pour la supériorité aux autres, mais le faire permet d'éviter plus de mal. D'après lui. C'est typiquement le genre de personnage qui voudrait devenir le boss d'une mafia, mais pour être celui qui évitera le mal. Oui, on va dealer de la drogue dans tout le pays, et je vais battre toutes les autres mafias de manière très sanglante. Mais je le fais pour qu'on ne vende plus de drogue aux enfants parce que c'est mal. Je suis peut-être biaisé dans mon analyse par la volonté que Jojo soit un Giorno Spinverse, mais je trouve encore ça probable. Nous sommes face à un Jojo profondément altruiste, qui est capable de bloquer ses émotions pour le bon déroulement d'un mécanisme qui nous est encore mystique. Et justement, ce mécanisme, on en reparle. Je le dis depuis le premier chapitre, Jojo est assez robotique et Rohan nous reparle de ce mécanisme. Je crois avoir en substance
compris ce que c'est. Un mécanisme, c'est au sens propre un ensemble de pièces mécaniques qui bougent entre elles, à la manière d'engrenages qui, ensemble, permettent d'afficher l'heure. Au sens figuré, c'est un ensemble de pièces qui, en synergie, permettent d'obtenir quelque chose. D'après Jodio et Rohan, il y a un mécanisme qui permet d'obtenir la richesse, et on connaît au moins 3 pièces. La lave spéciale, l'ambition et une équipe de confiance. Ce qui est étrange, c'est que simplifier la vie avec une idée de mécanisme, c'est quelque chose que je voyais très bien pour Jodio, encore une fois pour son comportement un petit peu robotique. Mais là, c'est Rohan qui nous en parle. Lui aussi est assez robotique. Et par robotique, je parle du comportement assez stéréotypé de l'autisme. Genre, tu peux pas bien dessiner une araignée si t'en as pas léché au moins une dans ta vie. C'est impossible. Mais je comprends à moitié pourquoi ils en parlent comme si c'était quelque chose dont on parlait souvent. Pareil pour cette loi de la nature contenue dans la lave. Alors voilà ce que j'en comprends. D'après Rohan et Jodio, il existe une manière d'agir mathématiquement et mécaniquement parfaite, qui permet de se hisser au sommet. En d'autres termes, pour être le meilleur, il ne faut pas être toi-même, il faut faire ce qu'il faut. C'est passionnant. C'est pour moi exactement ce que la vie n'est pas. La vie, c'est pas faire ce qu'il faut faire. Comment tu peux savoir ce qu'il faut faire? Normalement, tu peux pas, parce que c'est toujours sujet à interprétation. Encore plus si ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il vaut le mieux pour toi. En fait, je comprenais pas tout à fait cette partie-là. Sauf qu'ils ont parlé d'une chose, la loi naturelle. La loi naturelle, c'est un concept conté par Cicéron, orateur et empereur romain, qui rejoint tout à fait ce que je dis. Il existe une loi immuable et éternelle qui régit le monde et les humains. Ne pas la respecter, c'est se fuir soi-même. Ça revient à ce que j'en disais au chapitre 1. Jodio fait ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, c'est décidé par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. C'est la nature qui, par essence, définit notre devoir. Si j'ai visé juste, retenez que le mécanisme est une vérité sur le monde en général. Et ce serait le bizarre de cette aventure. Il y a une vérité dans ce monde, et on y aurait accès. Après s'être attaqué au concept de malchance dans Jojo Lion, Araki semble s'attaquer au concept de vérité. J'ai enfin posé des mots sur ce mécanisme, ça fait du bien, c'est un peu pompeux, et surtout je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai dit sur la philosophie, mais ça fait du bien et je peux maintenant continuer. Le plus frustrant dans ce chapitre, c'est que la rencontre tant attendue depuis le chapitre 1 entre Rohan et Jodio s'est produite et qu'il n'a absolument rien révélé sur Jodio. En fait, il n'a rien révélé tout court. Jodio découvre et prouve que la lave est plus importante que le diamant. On le savait déjà un peu. La Jodio Team est pourchassée? Oui, pareil, on le savait déjà. Mais on ne sait pas par qui. Jodio est intriguant, oui, bien sûr. Mais pourquoi? Tu veux pas nous révéler un truc sur son père? Et le plus important, c'est cette phrase. Dans un contexte où tout le monde soupçonne Usagi, il dit juste ça, alors qu'il a lu dans Usagi. Même plus, il a lu dans tous les membres. Et tout ce qu'il dit, c'est que lui, il n'aurait pas pris le risque. C'est hyper frustrant parce qu'il dit pas de se méfier d'un en particulier. C'est juste Rohan, le solitaire par excellence, qui dit que lui, il aurait préféré travailler seul. Donc on peut se dire que c'est des paroles en l'air. Sauf que si Araki lui fait dire ça, c'est pas juste pour occuper une case en plus. Araki rajoute un peu d'huile sur le feu de notre doute, et il serait fort aisé de spéculer sur des scénarios. On ne peut s'empêcher de penser à cette image où Dragona et Jodio semblent séparés de Pako et Usagi. Ils sont sûrement dans la soute, et c'est ce que je pense, mais il est facile d'imaginer que Pako puisse demander à Usagi de cloner la pierre et de voler l'original. Il est aussi très facile d'imaginer dans ce scénario le dédoublement de la pierre par Mate Kudasai et de voir apparaître pour la première fois l'autre alter d'Usagi. Je reste abasourdi par la faiblesse de ce stand quand on est seul. La solitude est un si gros défaut pour ce stand déjà faible que ça constitue presque une preuve qu'il n'est pas seul dans sa tête. Comme Doppio qui reçoit des appels de Diavolo pour lui faire ce qu'il doit faire, Usagi pourrait se faire demander des choses par un alter. Voilà des scénarios plausibles que vous vous êtes sûrement déjà fait en oubliant un détail. L'objectif premier de notre équipe, c'est de rentrer à Oahu et de rendre le diamant à Meryl Meichi. Et je pense que c'est déjà là que ça va coincer. Je pense que Meryl Meichi, tout comme Polpo, ne verra pas la couleur de ce diamant. Le Bucci Gang a trahi la mafia parce qu'elle vendait de la drogue à des enfants. La Jodio Team pourrait trahir leur boss parce qu'elle a fait travailler un enfant qui aujourd'hui a l'ambition et la capacité de les dépasser. Trahir Meryl serait donc une partie du mécanisme, et là, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les parallélismes Spinverse. Parce qu'il y a des choses à dire.
Reparlons de cette ambition. Jodio vole la lave, révélant ainsi son ambition. Il ne veut pas seulement l'argent du diamant bleu, il en veut plus. Quelque chose de durable, pas quelque chose de ponctuel. Et j'arrive à dire quelque chose que je n'ai jamais dit en 5 chapitres alors que c'est évident. Breaking Bad. J'ai regardé toute la série et vous devriez en faire autant pour éviter les spoils. Mais Jodio qui ne se contente pas du diamant, c'est comme Walter White qui ne se contente pas de la meth. Il trouve un autre procédé requérant un cambriolage pour fabriquer en grand nombre la meth iconique de cette série, la Crystal Meth. Une meth bleue. Outre la ressemblance un peu facile entre tous ces détails, c'est l'ambition de Walter que je veux pointer du doigt. Walter veut à la base seulement payer pour les soins de son cancer. Et suite à un tas de réactions psychologiques que je n'explique pas, il veut faire le maximum de bénéfices au point d'en faire criser ses associés, de mentir à sa famille et de se mettre très en danger face à une pègre qui manque de talent, mais pas de violence. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au pitch qu'on pourrait avoir dans les prochains mois. Le véritable trésor qui rendra Jodio riche, ce n'est pas le diamant, mais la lave séchée. On se doutait que le diamant ne rendrait pas Jodio riche. J'avais même avancé l'idée dans le chapitre 3 que le diamant était un consommable qu'on reverrait souvent, et que la lave permettait sûrement d'en produire plus. Mais j'avais omis la ressemblance avec Breaking Bad, et l'importance de l'ambition. 30 000 $, c'est rien. Lui, il voudra forcément faire ça plusieurs fois, et sans devoir d'intérêt à personne. Et à force de parler de ça, je rejoins les personnes qui attendent un personnage en référence à Saul Goodman, un avocat excentrique et polyvalent qui aura tout à fait une place dans Jojo. Avant de finir sur ce diamant et cette lave séchée que Rohan délivre mystérieusement à Jodio, je tiens à dire qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce diamant était involable par Dragona et franchement je sais pas trop quoi en dire. Pareil, quelque chose sur lequel je ne sais pas quoi dire, c'est cette défaite de Rohan. Elle me paraît un peu mystérieuse, je trouve qu'il donne le diamant de manière très simple à Jodio. Rohan est extrêmement imprudent. C'est presque comme s'il voulait se débarrasser de cette lave. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas envie d'être pourchassé davantage. Et j'ai vu passer un commentaire d'abonné et je peux juste pas m'en empêcher. Après cette scène là, quand Rohan dit qu'il va appeler les flics pour leur dire qu'il s'est rien passé. Que s'est-il passé? Tout va bien, il ne s'est rien passé. Mais vous avez pas de cambrioleur. Vous êtes attaché, le sol est complètement trempé et il y a un trou dedans. Et si je vous disais que c'était la faute d'un chat? Maintenant, on va pouvoir parler de la dernière page de ce chapitre. Il n'y a pas qu'un seul chat. C'est le cliffhanger de ce chapitre qui nous fait nous poser plusieurs questions. Combien sont-ils? Est-ce que c'est une horde de chats ou un trio? Est-ce qu'ils ont tous le même stand? Est-ce que c'est le fruit d'un stand et donc que ce serait bien un genre de système de sécurité? Il semble que ce soit des sentinelles envoyées par quelqu'un. Mais qui? Est-ce qu'ils font justement partie des poursuivants? Ou alors les ennemis de cette partie seront tous des animaux? Et puis j'y ai réfléchi. En fait, avoir des chats qui poursuivent la Jodio Team, juste après que Rohan a parlé d'être poursuivi, ça me fait dire une chose. Ces chats sont envoyés par un boss qui en veut au secret de la pierre. À moins que l'organisation antagoniste soit composée d'animaux non humains, ces chats sont envoyés par quelqu'un. Les animaux dans Jojo, ça n'a pas une grande capacité d'élaboration. Le max qu'on a vu c'est Iggy et il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Ce serait une personne qui, comme Dio, est capable de soumettre des animaux à sa volonté. Est-ce que ces chats sont des animaux rochers? Contrairement à tout ce que j'ai dit jusqu'ici, je pense que les hommes rochers sont plus ou moins finis. Comme me l'a fait remarquer un abonné, j'ai oublié la plus grande qualité de Jojo. Chaque partie est extrêmement différente. Dans Jojo Lion, on se battait contre une malédiction et la nature elle-même. Ce n'est a priori pas le sujet de Jojo Lands. Le sujet de la partie 9 de Jojo, c'est Jodio qui devient riche. Ces chats ne sont probablement pas des protecteurs de la nature et de la lave séchée envoyée par le volcan. C'est probablement juste les gardes d'un cartel. Pour le prochain chapitre, je m'attends à un affrontement entre la Jodio Team et les chats. On pourra observer comment Dragona, Paco et Usagi feront pour contrer ces fils. Ils peuvent très bien demander une lame à Mate Kudasai ou laisser Dragona les déformer assez pour qu'ils puissent les enlever. Je suis aussi assez curieux de savoir comment Jodio se débrouillera. J'imagine que sa pluie peut permettre d'enlever ou d'empêcher la pose de ces fils. Et avant de terminer, je vous propose un petit jeu. Quel sera le nom de ces chats ou de leur stand? On pourrait par exemple penser à Cats on Trees, un groupe de pop rock français. Ça pourrait être aussi Hold the Line de Toto. En bref, ça pourrait être plein de choses, mais moi je vais miser sur Doja Cat. Ce serait très contemporain, mais il me semble avoir vu passer sur Twitter qu'Araki avait dit un truc sur Doja Cat, genre que c'était vachement bien ou je sais plus quoi. Ou alors c'était une artiste complètement différente. En tout cas, ça me fait rire d'imaginer que ce soit possible. C'était Bizarre Sissi, à la prochaine!